There's nothing there but silence. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo entretien avec un éditeur. Et aujourd'hui, je reçois Vidéo Popcorn. Mais Vidéo Popcorn, c'est avant tout deux visages, Thomas et Nico. Mais plus Nico et Thomas, tout à droite. Ouais, c'est Nico et Thomas, ouais. Salut à tous. Salut messieurs, bienvenue, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi, merci à toi ouais. de nous inviter, de nous accueillir. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas de souci. Donc avant tout, ces émissions-là, c'est pour mettre en avant nos petits éditeurs. Mes petits, c'est pas voilà, c'est pas méchant de dire ça. Mais on va voir l'importance justement de tous ces éditeurs indépendants, on va dire. C'est mieux dit comme ça. Parce que j'ai creusé un petit peu. Il y a des chiffres qui sont très bizarre, mais en tout cas, ça reflète bien la réalité du marché. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez fait des études de marché, etc., pour vous lancer, on en parlera plus tard. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de petits points à voir ensemble. Est-ce que vous voulez vous présenter, d'ailleurs ? Ouais. Alors, moi, c'est Thomas, et donc c'est mon associé Nico. On est deux amis depuis près de 20 ans, en fait, passionnés de cinéma. On a un peu la même culture vidéo club, et puis les mêmes fondamentaux de film, quoi. Ouais. Et donc, ça fait un petit moment que l'idée germe de créer une maison d'édition. Alors d'aujourd'hui, quoi, parce que si on était encore dans les années 90, on aurait fait un vidéo club, je pense. Ouais, c'est certain. C'est certain. C'est ça. Et là, on s'est dit, tiens, pourquoi pas se lancer, quoi, parce que pour éditer en fait les films qui sont toujours pas encore édités, il y en a encore beaucoup. On n'aura pas assez d'une vie, c'est clair. C'est clair. Et nous, je dis nous, je vous englobe dedans. Ce qu'on a envie aujourd'hui, c'est d'avoir justement ces fonds de catalogue. Qui sont toujours pas édités. Ces fonds de catalogue qui ont forgé notre filmographie. Notre filmographie ? Non, c'est pas le terme. Notre cinéphilie. Et donc, voilà, c'est tous ces petits films qui parlent vraiment avant tout aux passionnés, j'ai envie de dire. Ouais, tout à fait, c'est ça. C'est ça, puis c'est tout l'intérêt, comme tu dis, d'éditer des fonds de catalogue, quoi. Parce que c'est des films qui sont pas connus, que les gros studios s'en foutent, quoi, clairement, quoi. Donc du coup, c'est aux petits indés comme ça de le faire, quoi. C'est ça, quoi. C'est ça. On y reviendra plus tard parce qu'encore une fois, il y a l'importance des chiffres là-dessus. Bon, on va commencer simple comme question. Pourquoi ce nom ? Pourquoi Vidéo Popcorn ? Alors, on cherchait, du coup, on aime bien bouquiner les Rokirama. Et ils avaient une chronique, c'était Vidéo Pizza. Et on s'est dit, tiens, c'est cool, Vidéo Pizza. On aurait bien aimé l'appeler Vidéo Pizza, quoi. Ouais. Et après, on s'est dit, alors il y a quoi ? Il y a Vidéo Popcorn aussi. On s'est rappelé de la collection Popcorn en VHS de Warner. On s'est dit, ouais, c'est vrai que c'était pas mal aussi ce nom. Alors, on a dit Vidéo Popcorn. Voilà. Ouais, puis sur le fait qu'à l'époque aussi, on louait toujours une cassette. Et on se bouffait tout le temps du popcorn devant ou on mangeait une pizza. Donc, tu vois, ça allait pas plus loin que ça. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ouais, c'est pour marquer vraiment un souvenir quelque part. Un souvenir, Ouais, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Consommateurs de vidéos à une époque. Ouais, tout à fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, il nous fallait un rapport avec la nourriture, quoi, parce que c'est vraiment... Ouais, c'est vrai que quand on regardait des films, il n'y avait pas non plus que le film qui était super, mais c'était toute une ambiance, en fait. Hein. C'est ce qu'on bouffait pendant qu'on regardait le film. C'était les personnes qui étaient là. Avec nous, ouais. Voilà, et c'est un tout, quoi. Ouais, ça fait partie d'une atmosphère, quoi. C'est ça symbolise le moment de l'époque, quoi. Ouais. Pour nous. C'est cool. Pourquoi, en 2024, justement, vous lancez dans l'aventure de l'édition vidéo, tout en sachant que c'est un marché qui est en berne, on va dire, continuellement, malgré que, c'est là où c'est assez contradictoire, donc on se dit que les ventes du format physique baissent, mais j'ai pu noter qu'en 2023,
le fond de catalogue, donc ce qu'on disait tout à l'heure, hein, tous ces vieux films qu'on sort des tiroirs, hein, c'est pas les gros titres qui sortent continuellement chez Warner, Universal et autres, hein, qui sont ressortis. Donc tous ces fonds de catalogue, donc ça a progressé en termes de vente de la part justement des éditeurs indépendants, et ça représente 81% des titres vendus. 81% des titres vendus, c'est grâce aux éditeurs indépendants, et c'est pas grâce à Warner qui va nous sortir Exorcist ou je ne sais quoi une fois par an, Universal avec Jaws, voilà. C'est assez fou en termes de chiffres, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah, je pense que voilà, il y aura toujours de toute façon des passionnés. On a à chaque fois tendance à enterrer le support physique un petit peu vite, quoi, parce que c'est vrai que c'est un public de niche, c'est plus la folie comme c'était à l'âge d'or, quoi. Mais ça reste quand même un public vachement acharné, vachement fou furieux et ultra consommateur, quoi, de ce genre de film, quoi. C'est toute une génération hein, qui est toujours présente et qui fait ses collections, je veux dire, comme nous. Donc, je pense que le marché il y est et il sera encore. Tant qu'on sera encore là, déjà, au moins, cette génération. Ouais, c'est ça. Ouais. Et la nouvelle qui veut la découvrir. Du coup, ouais, Et c'est pas étonnant, hein. Ouais, mais justement, c'est ça le truc, c'est que ça va devenir de plus en plus un marché de niche, et ça l'est déjà quelque part. Mais du fait que l'importance de ces éditeurs indépendants, avec vraiment ces fonds de catalogue, ça s'adresse vraiment au cinéphile de base, quoi, vraiment à celui qui aime le cinéma. Je dis pas, c'est pas de la discrimination par rapport à ceux qui aiment le cinéma d'aujourd'hui, hein, mais vraiment le cinéphile qui aime bien retrouver tous ces vieux films, encore, non pas toujours, hein, c'est du fait de sortir des inédits. Donc, et il ne retrouve pas quelque part son cinéma dans ce qui sort et ressort aujourd'hui. Je sais pas pour vous, mais moi ça fait bien longtemps que j'ai pas acheté une nouveauté. Quand je dis une nouveauté, c'est un film qui sort au cinéma et 4 mois après j'achète le Blu-ray, tu vois. Non, on est constamment c'est sûr. ce que sort. Voilà, vous avez sorti votre premier titre, on y reviendra après. Voilà, la folie veut que on l'ait tout de suite à l'affût de ce que vous allez sortir derrière, tu vois. Et c'est pareil pour tous les petits éditeurs, on est toujours à l'affût. Tiens, il y a un teasing qui arrive, ouais, un gros titre, en septembre. Bon, vas-y, super, qu'est-ce qui sort? J'en ai rien à faire, clairement, de ce que Universal a prévu. On le sait, c'est dans l'actu, tu vois. Bien sûr. Donc, nous, on veut toujours cette surprise et avoir cette pépite qui nous rappelle cette nostalgie. Mais c'est ça, c'est les pépites, ouais. Que n'intéressent pas d'ailleurs les gros studios, et c'est pour ça que ce fond de catalogue, on déterre des films qu'on aimerait trouver, qu'on trouve pas du tout, quoi. On trouve pas Goose et The Borrower. Enfin, je veux dire, ça, c'est des choses, comme on disait la dernière fois, on ne trouvera pas sur une plateforme de streaming ou au magasin du coin. Clairement. Non. Là est tout l'intérêt encore plus, hein, pour nous. Ouais, on va en parler aussi de l'attachement du produit physique juste après. Mais ouais, je reviens au début de ma question. Donc, pourquoi vous lancez en 2024 dans l'édition? Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Alors en fait, ouais, tout simplement, alors nous on fait ça vraiment par pure passion. Ouais. Et voilà. Et en fait, il faut se dire que voilà, tout le monde peut faire ça, hein. Tout le monde peut se lancer dans l'édition. Par contre, il faut pas se dire je vais me sortir un salaire et je vais gagner ma vie comme ça. Voilà, c'est ça le truc qui est compliqué, à la limite, c'est ça. Mais après, tout le monde peut le faire. Et nous, on s'est dit, on est à l'approche des 40 ans, on a envie de s'éclater, on va faire ça, quoi. Et puis, on a pris le problème à l'envers, en fait. On s'est pas dit, le marché, voilà, c'est un marché de niche. On s'est dit, il y a tellement de films, en fait, à faire. Il y en a une infinité que tous les éditeurs qui sont présents actuellement n'auront même pas assez de temps de tous les faire, au final, quoi. Qu'on s'est dit, on va se lancer, quoi, parce qu'il y en a encore tellement à faire, quoi. On a pris vraiment le problème à l'envers, quoi. Ouais. Alors, on n'a pas pensé une seule seconde à, voilà, est-ce qu'on va réussir en termes de société, tout ça. On te le dit honnêtement, hein, on s'est dit, voilà, on va faire des films. On veut juste faire des films, rentrer dans nos frais, par contre, ça c'est important, on veut pas y laisser de plume non plus. Et pouvoir continuer, quoi. C'est ça l'intérêt, quoi. C'est vraiment de continuer à éditer des films tout en rentrant dans nos frais. Ouais. Et voilà, il y a plein d'histoires de films à sortir encore, quoi. Que c'est ça qui est très bien, et je pense que
c'est même pas je pense, j'en suis sûr. Aujourd'hui, seul un vrai passionné peut se lancer dans cette aventure. Si Bien sûr. le mec fait ça pour gagner de l'argent, c'est mort. Ah oui. Bah oui, c'est nul. Non, Ah ben là, il va se rendre compte qu'en fait, ah ben non, c'est pas possible. pas possible. Si le type il se dit je vais me lancer dans ce business et me sortir un salaire dès le premier titre ou dès le deuxième ou dès le troisième, là il va tomber de haut le gars quoi. Ouais, et puis nous on le voit comme ça, faut le voir que on édite le film, mais il faut que voilà cette communauté de collectionneurs de cette génération suive pour qu'on en puisse en faire d'autres. Mais c'est aussi simple que ça. On met le côté business à part. On veut sortir des films qu'on peut pas trouver, qu'on trouvera pas demain. Bah voilà, c'est tous ensemble qu'on va le faire en fait. C'est vraiment cette démarche, hein. Aussi simple que ça. Hein. Et puis aussi, ouais, je rajouterais juste pourquoi le faire en 2024, parce que clairement, s'il n'y a pas des éditeurs indés qui nous sortent des films comme Le Voleur de tête ou même Anthropophagus, un jour ces films vont disparaître, quoi, hein, parce que ils vont plus être proposés nulle part, quoi. Mais on est d'accord à ce niveau-là. Ouais. On est d'accord à ce niveau-là, mais encore une fois, je le répète, si vous n'êtes pas là, quand je dis vous, je parle des éditeurs indépendants, pardon. Clairement, en tant que passionné et consommateur de films, on serait malheureux comme pas possible. Parce qu'encore une fois, c'est bon, j'aime bien L'Exorciste, mais de là de l'acheter une fois par an pour s'ouvrir rien du tout finalement. C'est ça. Voilà, c'est relou quoi. Toujours acheter les mêmes films, en plus de plus en plus cher, et souvent on te rajoute une photo. Ouais. Donc non, pour vraiment assouvir cette passion à la fois de l'objet et de cinéphile. Bien sûr. Vous êtes super important sur le marché, encore une fois. Au-delà des chiffres, c'est la passion encore qui prime là-dessus. Ah oui, non mais oui. Bah, c'est ça. C'est uniquement ça, mais non. C'est uniquement ça. C'est clair. Et justement, vous parliez de ne pas y laisser des plumes. D'où non, mais donc ouais, pour vous l'importance de financer un film via ces plateformes participatives, ça évite quelque part d'y laisser des plumes, encore une fois, et de sonder un peu le public, en tout cas la future clientèle, quoi. Ouais, carrément. Bah, en fait, comme ça existe, faut en profiter. Franchement, c'est un concept, c'est top, quoi. Et c'est surtout ça qui permet de toute façon d'éditer le film, hein, vraiment, hein, parce que sinon, t'imagines bien que voilà, on peut pas faire des prêts à tour de bras et pour tous les films. Ça nous évite d'aller à la banque. Après, on l'a fait quand même un petit peu. On est allé voir les banques, tu vois, mais tu vois, pour être encore une fois transparent avec vous tous. Nous, on n'est pas de Paris, on est de province, quoi. Ouais. Donc, quand tu vas dans une petite banque de quartier en province, leur dire, je voudrais un prêt pour éditer Embourré Anthropophagus, tu vois, la conseillère, elle nous regarde un peu bizarrement, quoi. Ouais, Avec des yeux comme ça, ils vont dire vous me parlez de quoi? C'est ça. Tu sais, ils veulent du tangible, ils veulent du. Voilà, c'est ça. Si on veut ouvrir une baraque à frites, ça serait plus facile. Ah oui, une baraque à frites, on aurait pu. Là, elle comprendrait le langage. Mais là, du coup, là, on leur a dit, et puis voilà, on a vu que c'était bon. Et le financement participatif, vraiment, c'est très bien, quoi. C'est très bien parce qu'en plus, c'est les passionnés qui participent directement à ça. C'est ça. De toute façon, c'est même c'est son but à la plateforme participative, qu'ils se met en banque ou bien d'autres. Je veux dire, c'est leur but. C'est vraiment promouvoir justement tous ces indépendants qui veulent financer un projet, qui veulent élever une communauté et pouvoir sortir quelque chose. C'est uniquement le but. C'est pas pour avoir une somme d'argent en plus pour partir aux Bahamas. Hein. C'est clairement pas ça, quoi. C'est vraiment... le fond du problème, il est là. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui peuvent faire amalgame aujourd'hui. Ils se disent, bon, bah voilà, tellement de projets, ils veulent juste de l'argent pour avoir de l'argent. Pas du tout. Tout ça, c'est bien réglementé, c'est bien suivi, et c'est bien pensé, quoi, de notre part et de leur part. Justement, on va revenir sur votre premier titre, qui est Anthropophagus. Donc, on est d'accord qu'aujourd'hui, que ce soit avec Anthropophagus ou le second qui est Borrower, l'importance de participer aujourd'hui au financement participatif, parce qu'encore une fois, vous êtes indépendant, vous ne pouvez pas vous distribuer n'importe où. Encore une fois, une question de logistique, etc., c'est compliqué. Les grosses boîtes telles que la Fnac ou Amazon prennent une commission relativement forte. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Donc vous faites tout vous-même.
vous faites les expéditions vous-même. Le financement participatif, ça permet justement d'être rentable, pardon, je trouve plus mes mots, rentable financièrement, pouvoir derrière balancer un autre titre. Donc clairement, tout se joue lors du financement participatif, quoi. Ouais. Ça permet aux gens d'avoir des avantages aussi, attention, hein. Bien sûr, il y a tout. Vous voulez en parler justement? Ouais, ben voilà, ouais, le fait de participer déjà en amont, c'est la création même de l'édition du film. Donc la possibilité de pouvoir l'éditer, donc déjà en premier, parce que nous on n'est pas Pulse, on n'est pas ESC, c'est-à-dire que si on fait un financement sur KissKiss aujourd'hui, si ça va pas jusqu'au bout à 100%, on le fait pas le film. Ou alors on le fera dans un temps qui est super étalé. On trouvera un moyen, mais voilà, ça sera très compliqué pour nous. Ça sera pas du bon, on n'a pas eu, c'est pas grave, on le sort quand même parce qu'on a les reins derrière, parce qu'on peut se permettre, pas du tout. Pas de KissKiss réussi, pas de film demain. Et donc pas de prochain film non plus. C'est vraiment une réaction en chaîne. C'est vraiment, faut le comprendre comme ça. Et c'est un avantage aussi pour les gens qui vont participer, c'est d'avoir le film. Bon, là, en l'occurrence, pour The Borrower, le film moins cher, parce qu'on a fait un effort aussi sur le prix. Parce qu'on considère que c'est une sorte de contrepartie aussi de participer à nous aider à l'éditer et aussi le nom dans le livret, on le sait, hein, ça rend aussi la pièce plus unique et de l'avoir en avance et avec des goodies qu'il n'y aura pas après. Donc on a quand même plein d'avantages proposés demain aussi. C'est pas simplement financé puis c'est fini, quoi. Pour ceux qui font l'effort de le commander aujourd'hui, parce que c'est vrai que on comprend que le commander aujourd'hui et le recevoir qu'en octobre, c'est pas top. C'est sûr, moi aussi je préfère commander un bourré et puis l'avoir dans 3 jours. Hein. Évidemment, mais voilà, après il faut jouer le jeu aussi. Ça change rien au problème. Quelque part, vous aider à financer, c'est accepter de vous aider et je trouve ça très bien. C'est supporter ce projet. Du coup, moi, je prends le problème qui ne nous est pas dans ce sens-là. Je me dis que je mets mes 20-25 €, tout dépend selon, peu importe ce que tu prends comme contrepartie. Je le paye maintenant, c'est payé, on n'en parle plus. Tu vois. Et quelque part, si je le reçois dans 3 mois, c'est comme si, c'est bizarre de penser ça, mais c'est comme si c'était un cadeau, tu vois, pour moi. Dans 3 mois, j'ai oublié, pour moi, c'est comme si je recevais le film gratuit, finalement, tu vois. C'est une façon de penser. C'est vrai. On le voit comme ça aussi, hein. C'est vrai, même des fois, on oublie ce qu'on a précommandé, quoi. Ouais. Alors que, dans 3 mois, tu sais pas de quoi l'avenir est fait, tu préco, bon, si tout va bien, et si tout va mal, t'annules ta préco, et finalement, ça aura servi à rien, juste tu seras pas débité. Enfin bon, c'est une façon de penser comme une autre, hein. Mais en tout cas, là, c'est vraiment, il faut mettre le point sur l'importance de financer aujourd'hui le projet sur KissKissBankBank, parce que sinon, il n'y a rien derrière, quoi. Non, il n'y a rien. On en avait déjà parlé ensemble, mais plus ça monte vite, et plus vous le sortez vite, clairement. C'est ça, c'est exactement ça, voilà. Parce qu'en fait, avec KissKiss, dès qu'on atteint les 100%, même s'il reste encore 20 jours, on peut déjà demander de prendre les fonds, quoi. Vu que ça atteint les 100%, c'est bon, c'est gagné, quoi. Donc même s'il reste 20 jours, on peut déjà prendre les fonds et puis commencer la production du film, ouais, carrément. Carrément, et inversement, si on doit prolonger, là, forcément, ça reprolonge la sortie du film, quoi. Il faut aussi, j'aimerais juste aussi rappeler que voilà, si par plus grand des malheurs, la campagne n'arrive pas à atteindre l'objectif, la totalité des contributeurs sont automatiquement remboursés par KissKissBankBank. Parce qu'on a eu quand même quelques petits messages en se disant autant autant je participe et si ça aboutit pas, j'ai perdu ma contribution. Et les gens des fois savent savent pas, quoi. C'est pas méchant de dire ça, c'est un peu de l'ignorance Oui, bien sûr. De comment fonctionnent ces plateformes, justement. Tout à fait. C'est pas une mise, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas du tout. Non, pas du tout, on n'est pas là-dedans. C'est pas du tout le. Pas là-dedans du tout. Donc, non. Mais de toute façon, ça ira jusqu'au bout. Hein. On garde confiance. Voilà. Sûr. Si jamais tout le monde est remboursé, il n'y a pas de souci.
Ah, bien sûr, bien sûr. Puis au total, ouais, il nous faut seulement 300 à 350 personnes, quoi. Hein. Je veux dire, techniquement, je pense qu'en France, on est assez de collectionneurs et d'amoureux passionnés de cinéma, qu'on aime Borrower ou qu'on le découvre, parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas non plus. Je pense que c'est réalisable, tu vois, la barre n'est pas trop haute, quoi. T'imagines 1/10 de ma communauté, si 1/10 de ma communauté commande, même le film de base, hein, c'est clair. Ah bah oui, si on prend les stats, c'est ça. Ah non, mais même le film de base, prenez même la première vignette. Nous, on est très contents. Vignette. Vous êtes 150 personnes à le prendre, à le découvrir ou à le redécouvrir, et c'est réglé. Et on passe après... Ah, bien sûr. Justement, là, si on doit parler un peu chiffres, vous en êtes à combien là, sur niveau pourcentage de financement? Là, on est à 43%. Alors, c'est déjà bien. Ouais, 150, c'est déjà très bien. 150 à peu près contribution. Ouais, pratiquement 150. Ouais, on a atteint les 150. 150, ouais, il nous en faut 350. Ouais, donc voilà, on y est presque en plus. Hein. Après, en plus, avec ceux qui prennent des vignettes qui sont assez onéreuses, au final, on atteint aussi l'objectif financier qu'on s'est fixé nous, quoi. Nous, si c'est ça, d'ailleurs, on va baisser le montant des précos si on voit qu'on a pratiquement déjà atteint la somme financière. Mais c'est ça. Nous, on veut juste éditer le film. Donc, c'est pour montrer la démarche aussi derrière que c'est pas l'opération à faire du pognon. C'est-à-dire que si on voit que au niveau des contreparties, la somme est atteinte puisqu'il y en a des plus importantes, on va baisser forcément le nombre de précommandes parce que le but c'est d'éditer le film uniquement. Donc tu vois, on va pas laisser tourner pour tourner, quoi. Si j'ai bien compris, vous fonctionnez pas forcément en termes de nombre de précommandes, mais en somme d'argent. Oui, tout à fait, ouais. Là, c'est distillé sous un nombre de précommande parce qu'on part du principe aussi que il n'y a pas tout le monde qui va prendre une contrepartie à 50, 70, 140 euros, tu vois. Si on part du principe de 24 euros la première, forcément, on met un nombre de précommandes établi. Mais si nous, au fur et à mesure du projet, on voit que avec le mix de toutes ces contreparties, on a atteint la somme, on ajustera. Justement, il y a ce petit truc aussi qu'il faut pas oublier. On a tendance à l'oublier. Ça peut aussi fonctionner sous forme de tips. Vous n'êtes pas forcément obligé de participer au projet à hauteur des... C'est combien? C'est 24 euros le film? Ouais, c'est ça, voilà. Vous pouvez très bien donner un tips de 1 ou 2 euros, voilà, et forcément... Mais c'est ça, imagine, voilà, 1000 personnes qui donnent 1 euro, quoi. Tu vois le truc. C'est ça, hein, le... Ouais, carrément. C'est une aide comme une autre. Voilà. Toute aide est bienvenue. Bien sûr. Si c'est ça, comme tu disais, là, par exemple, voilà, admettons, si toute ta communauté met 1 euro, déjà, c'est pas mal, quoi. Hein, c'est vachement bien, quoi. Je le rappelle déjà, il y aura le lien vers le KissKissBankBank dans l'onglet, dans la description de la vidéo, hein, pour ceux qui sont évidemment curieux. On vous invite à aller voir, voilà. Farfouiller, lisez bien. Et voilà, faites ce que vous voulez, mais si vous avez la main généreuse, bah ouais, aussi. Aidez ce nouvel éditeur. En parlant de projets, justement, vous avez rencontré des difficultés au-delà du financement. Hein. Vous avez rencontré des difficultés pour la création d'un projet, que ce soit l'entreprise Fagus ou Borrower. Bon, ouais, après, ça a différents stades. Tu sais, il y a plusieurs difficultés. Après, il y en a des plus importantes que d'autres. Et il y en a, c'est toujours des petits détails, en fait. C'est surtout, t'as plein de petits détails quand même à gérer. Je sais pas, pour Entrepôt Fagou, je te donne un exemple. Par exemple, on avait la graphiste de Sony. On lui avait passé, par exemple, une maquette à faire. Avec toute la typo, avec les couleurs, avec voilà, toutes les phrases, etc. Donc on lui passe ça, on lui dit voilà, refais-nous ça pour que ça rentre bien dans les mesures dans les normes du Digipack. Tout est normé pour après les usines, pour les pressages et compagnie, quoi. Et en fait, c'est vrai que ça nous a rendu quelque chose de complètement différent. Donc tu vois, t'as le problème aussi avec les relations personnes que tu connais pas, tu travailles la première fois avec.
Et donc, tu es obligé de réajuster, en même temps de faire des compromis, parce qu'après, tu as des trucs établis par des machines que toi, ça rentre pas dans ce que tu as fait. C'est ça. Donc, il faut faire des compromis. Il y a plein de choses qu'on a découvert par rapport avec les gens auxquels on a travaillé à tous les niveaux, que ce soit l'encodeur, Sony, où on a dû, surpris, réagir, rebondir, tu vois, reparamétrer, rebalancer. Chose que pas, tu vois, par exemple, sur The Borrower, c'est bon, là. Tout est calé, on saura exactement quoi, avec qui, comment, et donc ça sera plus ajusté. Ouais, on a vachement essuyé les plâtres avec Anthropophagus, quoi. Il y a plein de trucs qu'on aurait pu faire plus rapidement et mieux. Ouais. On a fait quand même mieux qu'on pouvait à l'heure actuelle, hein, mais c'est quelque part c'est formateur et bon, finalement le produit fini est très bien. Bon. C'est clair, non, on est super content, carrément. Carrément, on est vachement content pour une première, vraiment. Non, c'est très bien. C'est très très bien. Il y a plein de choses qu'on aurait pu faire différemment, mais après c'est comme ça, on essuie les plâtres, c'est normal. Après, voilà, Anthropophagus s'était attaqué dans le dur aussi parce que voilà, il y avait tous les problèmes d'étalonnage, tu sais, par rapport aux voix, compagnie. On avait plein de soucis aussi de ce côté-là, donc ça a été un vrai travail de fond pour arriver à ce que ça marche, hein, parce que c'était pas gagné aussi au début avec Anthropophagus. Hein. C'est pas comme si on avait pris un film, tu vois, comme The Borrower des années 90, quoi. Quelque part, oui, vous apprenez sur le tas parce que voilà, c'est pas votre métier de base. Sortir un film, c'est autre chose que graver un film sur un disque et tu le mets dans ton lecteur. Ah oui, c'est clair, ça n'a rien à voir. Ouais. Bien sûr. On est après toutes les étapes. Mais voilà, comme tu dis, ça forge aussi pour qu'on fasse plus rapidement et dans le détail encore plus les prochaines éditions. Ouais. Tu vois, là, on a appris, tu vois, de tout ce qu'on a rencontré avec Anthropophagus. C'est clair. Vous en aviez déjà parlé quand on avait été en live chez Romain. Est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette de prix justement sur l'obtention des droits pour un film? Je sais que ça peut varier, mais c'est vraiment pour que les gens se rendent compte, que ce soit la fourchette pour l'obtention des droits ou même la création d'un packaging, de tout ce... Voilà, c'est vraiment que les gens comprennent, parce qu'on a tendance à dire 25 € ça fait chier pour un film. Ouais, mais à côté de ça, le bénéfice entre guillemets est assez moindre. Ouais, parce qu'il y a plein de dépenses qui se greffent, hein. C'est pas si simple. Ouais, c'est clair. Nous aussi, on pensait que faire un Blu-ray, c'est pas non plus si cher que ça, on va dire. Mais pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il y a plusieurs étapes et plusieurs passages à la caisse. Pour forcément arriver au résultat du Blu-ray, déjà, les droits, on l'avait dit, hein, on avait payé 5 000 € les droits. Ouais, voilà, en général, les droits c'est 5 000, C'est 5 000. Après, on avait payé l'affiche de Suyoti parce qu'on l'a trouvé vraiment mortelle et on voulait à tout prix l'avoir. Donc, c'était 1 000. Ça aussi, tu vois, ça peut être une économie, ce passage, mec. Ouais, mais là, on est déjà à 6 000 €. 6 000 €, vous avez rien vendu. Donc, il faut déjà en vendre des films à 25 € pour avoir. Et là, on a juste les droits. Hein. On a pas, voilà. C'est pour que les gens. Après, il faut qu'on paye le master. C'est ça, c'est clair. Après, le master, ça coûtait 500 € chez Variety. Donc voilà, et donc là, effectivement, là, on a juste le master, les droits et l'affiche. Hein. On parle pas d'encodage, de packaging et de pressage des Blu-ray. Alors là, on s'en va. Donc après aussi les licences et tout aussi. Et les licences, parce que c'est ça, il y a la taxe Sony sur chaque Blu-ray qu'on vend, on doit leur verser. C'est pas énorme non plus, mais bon, ça fait quand même ça plus ça plus ça plus ça, ça fait quand même pas mal. Donc on va dire que pour un Blu-ray fini, on est aux alentours de 15 000, 16 000 €. 16 000 €, là, il y a le Blu-ray qui est pressé à 1000 copies. Et voilà. Il faut en sortir, il faut en vendre en tout cas, c'est ça le truc. Oui. Ouais, c'est clair. Puis voilà, je veux dire, si on en vend 1000 déjà, enfin ici en France, déjà 1000, c'est pas un miracle, mais c'est déjà très 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 bien. C'est des super bonnes ventes. On pourra pas en vendre au-delà. Là, déjà, là, Anthropophagus, ça ralentit un peu. Il nous reste une centaine d'exemplaires. Alors, on sait qu'on va pas le represser, celui-là, c'est bon, quoi. Une fois que c'est fini. Et puis voilà, on en aura vendu que 1000. Et puis, voilà. C'est déjà très bien. Je trouve, pour un premier titre. On peut même remercier oui. qui l'ont acheté. Mais carrément. Non, on est super content. Derrière, vous pouvez
vous pouvez envisager d'autres titres. C'est aussi ça l'importance. Ben, c'est ça, en fait, grâce à ça, on a pu racheter directement les droits du voleur de tête, quoi. Et c'est ça marche comme ça, de toute façon. Hein. C'est grâce, finalement, au financement réussi, à la production entre Fagus et les ventes, qu'on peut aller sur un autre titre. Voilà, c'est ça. Le suivant nous apportera aussi un autre titre. Et après, bon, voilà, c'est exponentiel, normalement, et on pourra un peu chercher le qu'on veut. C'est ça, quoi. C'est ça qui est cool, c'est que... Encore une fois, on le répète, l'argent qui découle de ces éditions, c'est pour financer une autre édition derrière. C'est pas pour... c'est pas votre job, c'est pas... Voilà. Ah non, ça ne paye pas. Hein. Non, loin de là. Ouais, non. Ça nous paiera pas. Impossible. Mais on le fait par passion, donc on le sait. Il faut... C'est quelque chose on le sait très bien. C'est pour vous donner une idée, je pense que avec moi, le peu d'expérience qu'on a, parce que franchement, on n'est même pas encore du tout à ce stade, mais pour se verser un salaire dans cette activité, je pense qu'il faut sortir une dizaine de films en même temps, quoi. Ouais. Là, ça commence à devenir. Ça. Voilà. Ouais, là, je pense qu'on peut se verser quelque chose. Tu te verses un salaire pendant 1 mois, 2 mois, quoi, c'est tout. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais après, voilà, ouais. C'est ça, ouais. Tu vois, la démarche, elle est simple. L'époque de René Château est bien lointaine, quoi. Ah ouais. C'est ça, c'est clair. Non, mais c'est clair. Non, c'est sûr, ouais. Non, pour après en vivre et tout, faut être une usine comme Jackie Fume, je veux dire. Mais c'est logique, une usine. Ouais, non, encore ça va. C'est ESC, c'est ESC, voilà. C'est ESC, Carlotta, ce genre de choses, quoi. Ouais. Justement, comment vous choisissez un titre à éditer? Alors, en fait, on a plein d'idées de titres dans la tête. On en a plein. Ils sont pas tous accessibles. Et ils sont pas tous accessibles. Et puis il y en a certains, on sait même pas où chercher en fait. Parce que c'est tellement compliqué, quoi. C'est une enquête un peu à chaque fois. En dehors des catalogues, quand tu veux vraiment un titre, surtout nous, c'est notre cas. D'aller chercher les titres de vidéoclub, tu vois, que t'as pas vu venir et qu'on se souvient que ce serait cool de l'avoir. Eux, c'est vraiment une enquête, quoi, qui commence, quoi. C'est parce que tu sais, bien souvent les droits, c'est pas aussi simple. Ils sont vendus à un tiers, c'est dans telle année, puis encore un autre, puis encore un autre. Alors, tu cherches. Ouais. En France, on a de la chance, on a le CNC, il y a tout qui est informatisé là-dessus, donc. On peut faire des recherches, mais des fois, c'est hyper compliqué, quoi. Donc, après, le plus simple, c'est de trouver des catalogues d'ayant droit, où dans ces catalogues, il y a une centaine de films. Alors, on prend le catalogue italien, on prend le catalogue de Paramount, on prend le catalogue de la Canon, le catalogue MGM, etc. Et là, il y a une centaine de films, et puis là, des fois, voilà, on tombe sur des super titres qu'on avait en tête. Après, et ça s'est passé comme ça pour Entrepôt Fagus. Est-ce que c'est pas une course contre la montre? Parce que tu dis, putain, celui-là, il est dispo. Il va peut-être falloir. Ouais, c'est ça. C'est clair que. On en avait parlé que vous, ça faisait combien, 5 ans que vous vouliez vous lancer dans l'aventure, et à chaque fois vous faisiez damer le pion parce qu'il y avait tel titre que vous vouliez, et finalement il était pris par un éditeur et ainsi de suite, quoi. Mais carrément, ça c'était terrible. À chaque fois qu'on pensait à un film, genre 1 mois plus tard, il sortait. Bon, nous on était super contents, on s'est dit génial et tout. À un moment on s'est dit merde, on va l'éviter, quoi. Voilà. Et même, je veux dire, avant de sortir Entrepôt Fagus, on était sur plein de trucs. Là, je crois qu'on peut le dire maintenant à l'heure actuelle. Par exemple, on aurait dû. On en était tombé sur La Dernière Maison sur la Gauche. Ouais. Et quelqu'un était dessus. Alors, on savait pas qui c'était à l'époque, hein. Mais voilà, maintenant on le sait. Et ils étaient dessus. Et donc du coup voilà, quoi, on n'a pas réussi. Et puis même aussi après, il y en a eu un autre sur le catalogue de Paramount que. On était longtemps dessus, hein, quasiment. On était très très longtemps dessus. Après ça c'est notre faute, hein, c'est pas la faute à l'éditeur qui va le sortir. Attention. Ouais. Non, mais on était très 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 intéressés par The Monster Squad. Ouais. Qui donc va sortir chez Extra Lucide, mais bravo à eux, on est super contents que ce soit eux. Oui, super. Et là c'est vraiment notre faute parce qu'on avait. C'est un manque d'expérience aussi. C'est un manque d'expérience, et puis il y avait plein d'autres paramètres où on s'est dit The Monster Squad. C'était un peu indécis. The Monster Squad, j'ai pas vu la news. Ils ont divulgué là-dessus. Si, ils l'ont déjà dit dans leur. Dans leur line-up, ils ont déjà fait leur line-up Monster Squad en 4K chez Extra Lucide. Je savais même plus, tu vois. Bien que ce film-là m'intéresse très moyennement, mais c'est que mes goûts personnels. Mais ok. Ouais, bien sûr. S'ils ne le savent pas, voilà, vous saurez que chez Extra Lucide, il y a Monster Squad et en 4K. Voilà. Tiens, justement,
J'avais prévu d'en parler, mais vous, la 4K pour l'instant, ça vous intéresse ou pas ou Franchement, on n'a pas les finances encore, hein, parce que si on fait ça, il faut sortir 2 disques, il faut sortir le 4K et le Blu-ray, quoi. Bah, si Borrower ça cartonne, par exemple, oui, ça va nous intéresser la 4K pour le prochain. Mais encore une fois, c'est cause à effet, tu vois. Ouais, bien sûr. Il faut vraiment que ça marche, sinon on pourra pas. C'est pas une question de pas vouloir, hein. Mais voilà, c'est une question de possibilité surtout. Ouais. C'est clair que c'est pas les mêmes prix. Puis c'est derrière un autre master, etc. De toute façon, c'est toujours une question d'argent. Que vous fassiez un nouveau master, ça va vous coûter une blinde, ou que vous achetiez un master existant, ça va vous coûter une blinde. Donc c'est ça. Voilà. Ah oui, c'est ça. Juste pour 4K, c'est un labo spécifique. Ça, ouais. Donc c'est des dépenses en plus, hein, que ce soit au pressage, à l'encodage. C'est ça, on dépense de toute façon à tous les secteurs, à tous les départements, que ce soit le master, les pistes audio, les bonus, etc. Ouais. C'est des dépenses, et puis bon, voilà, en général, ils font pas dans le bénévolat, quoi. C'est des trucs qui sont assez coûteux, quoi. Non, mais c'est ça qui est dingue, et c'est ça que les gens savent pas trop, c'est que même des sous-titres, tu peux les payer, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais et puis moi, même quand les gens mais c'est normal aussi qu'ils savent pas. C'est de dire ouais, pourquoi ils ne sortent pas en 4K, tu vois. Ça peut être aussi simple qu'une phrase comme ça. Mais en vrai, non, c'est le double à tous les niveaux. En termes d'argent, d'étapes, de plein de choses. Donc oui, c'est super de sortir un titre et en Blu-ray en 4K, c'est génial. Mais il faut pouvoir le faire aussi. Après, c'est quand même top, hein, comme activité, parce que bon, là, on se plaint un petit peu, machin. Non, c'est pas de la plainte. Ouais, il faut se dire que quand même, c'est le top. Hein, oui, c'est génial. S'il y en a qui veulent se lancer, bah, allez-y, hein, faites-le, hein, parce que c'est. Vous êtes transparent, on en apprend. Enfin, en tout cas, j'espère que les gens qui regarderont cette vidéo en apprendront sur le métier d'éditeur vidéo, que c'est pas si simple. Voilà. C'est que. Non. Ça demande du. Non, c'est pas simple. Ouais, c'est pas simple, mais c'est pas insurmontable non plus. Voilà. Ce qui compte vraiment, c'est être passionné avant tout. Ouais. Et il faut pas se dire je vais me verser un salaire comme si j'ouvrais un restaurant, par exemple. Si l'argent est la carotte, c'est pas la peine. Hein. Ah, c'est pas la peine. Ouais. Voilà. Mais évidemment, après, si c'était si simple, tout le monde le ferait. Tu vois. Même moi, j'y ai pensé, j'aurais fait depuis 10 ans. Tu vois. Mais non, je me suis découragé quand je vois le bordel derrière. Donc, encore une fois, bravo à vous et bravo à tous ceux qui se lancent. Merci. Bah, merci, c'est cool. C'est cool. On va revenir un peu sur The Borrower. J'arrive plus à articuler, hein, les gars. Pourquoi ce visuel, justement? Parce qu'il y a une affiche. Bah, de toute façon, la question est dans la réponse. La réponse est dans la question, plutôt. L'affiche, bon, on en avait encore une fois déjà parlé. Bon, je vous laisse en parler, mais c'est pas la meilleure de l'époque, et pourtant il y en avait de bonne. Hein. C'est ça, l'affiche a été pas terrible, quoi. Donc là, on s'est dit bon, on va en faire une autre. Mais bah écoute, on a vachement galéré. On a demandé à 2 illustrateurs de s'y mettre, et il y en a une, elle a été refusée par l'ayant droit parce que pour plein de détails, ça convenait pas. Donc on a demandé à un autre illustrateur et puis nous a fait un rendu assez cool, hein. Qui t'est intéressé aussi. Voilà. Ouais, c'est vrai, on avait même demandé à Laurent Melki à un moment donné, mais il était vraiment pas dans nos prix, quoi, malheureusement. On aurait adoré. Mais oui, voilà, là c'est parce que l'affiche elle était pas top du tout. Après, on est pour aussi, tu vois. Alors la Ciotti, par exemple, entre Fago, ça tombait sous le sens. Je veux dire, l'affiche elle est parfaite, elle est magnifique. Elle est emblématique et tout ça, donc il n'y a pas de souci. Elle est emblématique, donc là, je veux dire, pourquoi en faire une? Tu vois, j'ai envie de te dire. Maintenant, sur ces cas-là, c'est aussi ça ce qui est passionnant dans ce métier. C'est se dire, tiens, on va se retravailler une affiche pour ça. C'est un des points positifs aussi. En tant que consommateur, vous le savez très bien, des fois vous dites bordel, pourquoi ils nous sortent ce visuel un peu moisi alors que l'affiche d'origine est magnifique. Ah oui. Encore une fois, c'est une question de droit, surtout quand c'est des affiches destinées. Hein. Bien qu'il y ait même des affiches montées, on va dire, il y a quand même une question de droit dessus. Mais après, bon. Sur The Borrower, c'est moins problématique du fait que l'affiche de base elle soit pas Jojo, quoi. C'est ça, voilà, c'est ça. Ouais. Là, ça prend son intérêt, ça prend son sens de retravailler, tu vois. On en est conscience, on en a conscience. Mais non, mais c'est clair que si tu fais l'affiche de Maniac, t'as pas besoin de. Enfin, si tu sors Maniac, t'as pas besoin de refaire l'affiche, quoi.
C'est sûr. Après, voilà, il faut avoir aussi la possibilité d'en prendre les droits et compagnie. Non, c'est clair. C'est coûteux, donc tu vois, il y a aussi ça. On peut pas acheter la pierre directement à un éditeur. Après, c'est notre point de vue sur le fait qu'il n'ait pas sorti la fiche originale parce qu'elle était parfaite pourtant. Peut-être aussi parce que ça demandait trop et qu'à un moment donné, c'est le film qui compte, quoi. Enfin, c'est un tout, mais moi le premier, je m'amuse à taper dessus en disant putain les visuels, les gars. Ah mais nous aussi. Ah, mais des fois c'est chaud, ouais. Nous aussi, des fois c'est chaud. Ça c'est vrai. Des fois c'est chaud. Je passe un petit coucou à nos amis de chez Gaumont. Les Blu-ray de chez Gaumont, ils font le taf. Moi, je suis très content du catalogue qui sort, etc. Mais leurs affiches photoshopées, pas possible. Là, c'est un truc de fou. Bon, c'est mais c'est clair. C'est dans le truc, mais voilà, quand même, quoi. Justement, quoi, l'affiche au Steelbook de Orca aussi, là, récemment, quoi. Ouais, voilà. Là, c'est compliqué. C'est compliqué. Encore une fois, l'affiche d'Orca, elle est dessinée. C'est encore une fois pour ça. Hein. C'est ça. Ouais. Là, le Steelbook d'Orca, il y a un nouveau dessin. Il y aura des droits sur ce dessin. Bon, je pense pas qu'il sera repris quelque part. Hein, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ça fait travailler des illustrateurs, tant mieux pour eux. Mais bien sûr. Oui. Après, c'est subjectif, après tout ça aussi. Ouais. Encore une fois, moi, le film. Non, vas-y. Non, je dis, le film reste le plus important, hein, quand même, aussi. C'est sûr. À la base. Hein. Comme on dit, un peu importe le flacon, du moment qu'on est l'ivresse. Y a-t-il justement une jaquette, vous, qui vous a marqué étant jeune? Ouais, putain, moi, il y en a plein. Déjà, oui, l'affiche de Maniac. L'affiche des Dents de la Mer, elle est dingue. Ouais, Dents de la Mer. Il y en a trop. L'affiche de Terminator 2, moi, j'adore aussi. Ça m'a trop marqué, ça. Parce que oui, vous êtes de quelle génération, vous? Après, vous pouvez donner vos âges. Hein. Alors, on arrive à 40, là. Hein. Moi, je suis de 85 et Nico, il est de 84. 84. J'arriverai avant. Ouais. Nico, c'est bien, il est de 84 et il s'appelle comme mon frère. Donc là-dessus, c'est facile à retenir. Moi, je suis de 87. Donc on est plus ou moins de la même génération. Bon, on est de la même génération, carrément. Bah oui. Donc, oui. Ouais, T2, c'est clair que c'est emblématique. Choisi sur sa moto, tout ça. Maniac, elle est superbe. Bien que Maniac, il y a un petit détail phallique que j'avais jamais fait gaffe. Moi, voilà. C'est peut-être en regardant les vidéos dans le jeu. Ouais, j'avais jamais fait gaffe qu'il avait un gros paquet. Ici, on parle de tout. Ouais. J'avais jamais vu ça. Moi, c'était voilà. Je voyais juste le scalp, le couteau et voilà quoi. Ouais. C'est ça. C'est clair, non mais il y en a tellement une qui m'avait marqué en vidéo club, c'est celle de Zombie de Romero. Avec le fond jaune et l'autre avec la machette dans le crâne là. Elle était mortelle. Ah ouais. Ah, c'est clair, vraiment, je vais pas dire que c'était un traumatisme, mais quand je la voyais, je dis putain, ça va être un truc de fou ça. Ah mais c'est clair. Ah oui, non, terrible. Hein. Même après toutes les affiches aussi des Freddy, des Vendredi 13 aussi, c'était. Ouais, c'était la folie là, ces affiches aussi. Ouais. C'était terrible quoi. Hein. C'était terrible. Encore une fois, toutes ces affiches dessinées. Quoi. Ouais, non mais c'est le top. Hein. Franchement, nous on préfère les affiches dessinées. Si on peut sortir des éditions qu'avec des affiches dessinées. Ouais, franchement, ouais. Je pense qu'on va faire ça quoi. Ouais. Pour revenir dans le délire de l'édition. Pourquoi ce format? Pourquoi le Digipack? Eh ben nous en fait on a tort. Ouais, dis-moi, pardon. Non, j'ai dit Slim qui plus est. Alors écoute, le Slim, franchement, on s'attendait pas à ce qu'il soit si slim en fait. Ouais. Tu vois, pour tout te dire. On voulait que ce soit quand même un peu plus épais, mais tu vois, on a essuyé les plâtres en fait. Hein. D'habitude, tu vois, on reçoit les éditeurs, ils reçoivent une maquette du produit avant qu'ils passent au truc. Donc nous, on avait demandé une maquette et le mec avec qui on était en charge, quoi, il nous a dit non, mais c'est un digipack standard, il n'y a pas besoin d'envoyer la maquette. Donc on a dit bon ben d'accord, ok. On aurait dû demander la maquette la prochaine fois. Ouais, la maquette. Parce qu'après, il faut savoir que c'est une usine à gaz. Hein, quand tu es pour le packaging, au moment de travailler avec Sony, tu as eu énormément de normes, de patrons avec toutes les mesures. Donc tout est bon, hein, techniquement sur le papier. Mais après, en réalité, ça change, tu vois, légèrement. Donc oui, il aurait dû être plus épais. Après, on comprend.
On le comprend exactement. Voilà. En fait, c'est logique. On comprend qu'il soit de cette taille. Tu n'as pas deux disques dedans. Tu vois, tu n'as pas un troisième volet. T'as pas deux plateaux. T'as pas deux plateaux. Donc tout ça, en fait, c'est légitime. Mais tu vois, pour The Borrower, on va partir, et ça on le sait maintenant, sur un 3 volets. On va gagner en épaisseur. Ça va nous permettre aussi, pour une chose aussi qui est essentielle, et je pense qu'on restera sur ça sur les prochaines éditions, c'est que le livret va être plus fourni. Alors, on t'en parlera peut-être plus tard, mais le livret sera plus fourni, donc plus épais. Donc il y aura une encoche aussi certainement plus adaptée. Et donc tout ça va gagner en épaisseur, tu vois. Donc en fait, ça fonctionne par logique. Le livret, on peut en parler maintenant si vous voulez. Hein. Donc il y aura quoi dedans, hormis justement le nom de tous les contributeurs. Les contributeurs. Je vais pas en mettre une dedans aujourd'hui, mais. Eh ben, alors écoute, en fait, on est en lien, on échange des emails avec le réalisateur John McNaughton et le producteur Steven Jones. Steven Jones. Et ils sont super sympas, les mecs. Et on leur a demandé. Ça fait très Robocop, Steven Jones. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et ben on leur a demandé en fait s'ils voulaient participer, quoi, que ça serait super si on pouvait faire une interview exclusive d'aujourd'hui, de 2024, quoi, pour le livret. Ouais. C'est ce que j'ai demandé. Est-ce que ça allait être une interview ou eux qui écrivent une note quelque part si c'est une interview, c'est bien. Alors, on va faire une interview là, comme on fait là maintenant, là, par exemple, tu vois, et après on va tout retranscrire sur le livret. Voilà, interview des deux. On aura, ouais, exactement. On a eu déjà, parce qu'ils ont été franchement super hein, pour le fait qu'on édite leur film en France. Donc ils nous ont fourni plein de choses, notamment un storyboard exclusif original, tu vois, avec carrément un autre type d'histoire qui se tournait pas à Los Angeles mais à Chicago. Ouais, ça c'est excellent. Ouais. Donc c'est vraiment une découverte par rapport au film, quoi, hein, à part. Donc on aura les deux storyboards, un en version digitale sur le Blu-ray et l'autre en version papier qu'on propose, du moins en contrepartie. Exclusivement sur KissKiss. Ouais, exclusivement. On en revient à ça. C'est des trucs que tu pourras pas choper après et qui sont super intéressants sur le film. On aura des photos inédites aussi du tournage qu'on n'a pas en photo, tu sais, de. Ça sera sur le livret aussi, des photos du tournage complètement inédites. Ouais. Qui vient directement de la collection personnelle de McNaughton, tu vois. On va essayer en plus de lui parler des sujets comme Avoriaz, tout ça. Donc vraiment, ça va être, on va aller dans le fond et dans le gras avec eux, quoi, pour faire vraiment un livret bien complet. Ouais. C'est parfait. On va pas les lâcher, quoi. Ouais, non, mais c'est très très bien. C'est très très bien. Surtout d'avoir un point de vue actuel, avec le recul. C'est ça. D'avoir du média inédit, que ce soit en termes de photos de tournage exclusives. Voilà, moi en tout cas j'en suis très friand de ce genre de choses. Quand je traite d'un film, j'aime bien vraiment avoir que je le traite ou pas justement, mais j'aime bien tomber sur des photos de tournage inédites. Tu te dis ah ouais, ça c'est cool. C'est clair. Ah, mais carrément. Tu vois, on en revient aussi à ce sujet pour les éditeurs, c'est que les bonus, techniquement, tu vois, pour Anthropophagus, on avait mis dans la campagne comme quoi on pouvait avoir les bonus d'un éditeur qui les avait déjà sortis, mais que ça avait un certain coût, qu'il fallait atteindre un palier. Bon, palier qui n'avait pas été atteint, donc on ne nous avait pas fait. On aurait aimé les faire. Là, pour Borrower, tu vois, on s'est heurté à autre chose. C'est que l'éditeur à côté, Shoot Factory, ne voulait pas en fait les passer, quoi. Donc tu vois, il voulait pas les vendre. Il voulait pas les vendre. Non, il y avait un commentaire audio et quoi ? Commentaire audio et une interview du responsable des effets spéciaux. Voilà. Donc on a la chance d'avoir pu McNaughton de les avoir, vraiment eux. Donc du coup on ouvre d'autres possibilités. Mais c'est quand même aussi, c'est pas si simple le bonus. On aimerait en faire plus, mais c'est toujours pareil. Ça a des coûts, ça a des possibilités faisables ou pas faisables pour plein de raisons. Donc, c'est encore autre chose, quoi, les bonus. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est en France, vous sortez un film américain, voilà, c'est pas la même accessibilité. Eux, là-bas, ils peuvent se rendre sur place, ils peuvent rencontrer telle ou telle personne. Oui, c'est clair. Ils seraient déjà à Chicago avec McNaughton, là, tu vois. Ah oui, quelque part, c'est très bien, Shoot Factory. Moi, je suis super fan de ce qu'ils font. Carrément. Ils ont des moyens qu'évidemment, nous, en France, on n'a pas, quelque part. Donc, et je comprends qu'ils protègent leur bébé en disant bon, ça, c'est des bonus inédits. On a fait le nécessaire pour les avoir. On s'est sorti les doigts. On a été sur place. On a interviewé.
Ça, c'est parfaitement compréhensible. Après, qu'ils refusent de les vendre, bon, c'est leur choix, c'est pas un problème. Mais ouais, vous, encore une fois, vous avez fait l'effort, vous allez avoir quelque chose d'inédit pour la France, et à vous de le protéger derrière. Mais en tout cas, vous n'êtes pas en reste, voilà. C'est pas grave. Ah non, c'est pas grave. Non. Ouais, Puis on rebondit, voilà. Hein, Mais bon, là, ça va, on a de la chance pour The Borrower. Ouais. Mais justement, en parlant d'éditeurs comme ça, vous en avez, vous, que ce soit international, français ou autre, hein, vous êtes vraiment admiratif de leur travail éditorial? Ah ouais. Ah oui. Pour moi, c'est Shaki Fume, hein, ils sont top, quoi. Ils m'ont fait découvrir plein de films dont j'ignorais totalement l'existence, quoi. Déjà, pour moi, ça c'est le plus beau, quoi, en fait. Hein. Et puis ouais, leur travail éditorial, il est terrible, quoi. Ouais, il est terrible. Et tu vois, jamais on leur a demandé de l'aide, en fait. On n'ose même pas aller les voir pour leur demander quoi que ce soit, parce qu'on les respecte tellement, en fait. On n'a pas envie de les emmerder, quoi. On peut pas les emmerder. Non, ouais. Ils ont trop de boulot. Ils ont autre chose à foutre, ouais. Donc, ouais, respect au chat qui fume. Après, on adore aussi Extra Lucide. Backfilm, ils ont sorti des éditions terribles, quoi. Le coffret Amityville, le coffret Dentiste, c'était top. Ouais, il y en a plusieurs. Toxic Avenger, ouais. Le Toxic Avenger, ouais. Ouais, non, Backfilm, ouais. On va dire Backfilm, Extra Lucide, le chat qui fume. Ouais. Respect, très très fort. Pareil pour toi, Nico? Bon, ben, c'est les mêmes, hein, avec, ouais, bon, alors, après, International Shoot Factory, voilà, évidemment. T'as Blue Underground aussi, hein, qui font du très bon travail, on adore. Bah, c'est la belle de Lustig, quoi. Ouais, c'est ça, c'est clair. Donc, ça, c'est la lune. Et pour le coup, c'est bien, sur Blue Underground, très souvent, t'as de la VF. Ou sous-titre VF. Donc, quelque part, on n'est pas en reste là-dessus. Non, c'est super édition. Ouais, c'est clair. Super édition. Ok, pour ça. On va revenir sur Le voleur de tête. Est-ce que tu peux nous pitcher un peu le film, justement, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, et pour donner justement envie aux gens qui nous regardent de donner envie aux gens de participer à ce financement? Eh bien, oui. Alors, Fact, c'est un film réalisé par John McNaughton. Donc, c'est le réalisateur de Henry Portrait of Serial Killer, qui cette fois-ci, en fait, c'est son deuxième film, hein, il me semble. C'est son deuxième film. Eh ben, il fait un film sur un tueur en série, mais qui vient d'une autre planète. Donc, c'est tout un programme, quoi. C'est un extraterrestre qui était tellement dangereux sur sa planète, qui a été exilé sur la nôtre, en apparence humaine. Et donc son problème, c'est qu'au bout d'un moment, son enveloppe charnelle, en fait, sa tête se périme et il doit régulièrement changer de tête. Donc ça donne des situations assez rigolotes, quoi. Déjà sur le plan un petit peu social, quoi. Tu vois, il prend la tête d'un clochard, et ben l'extraterrestre vit comme un clochard pendant un petit moment. Après, il prend la tête d'un médecin vachement réputé, ben il est dans le luxe, etc. Il peut prendre aussi la tête d'une gonzesse et ça devient une nana, quoi. Et après aussi même un chien. Ah mais c'est vachement cool, quoi. C'est un super hommage au Contes de la Crypte aussi, parce que voilà, les situations que je viens de décrire, c'est clairement comme les comics des Contes de la Crypte, que ce soit dans les plans et dans. McNaughton en est fan d'ailleurs. Hein. McNaughton en est fan, il a grandi avec tous ces comics des contes et. Ouais, voilà, quoi, les personnages, l'humour noir, le gore, le sexe, etc. Tout ça, c'est présent dans Un voleur de tête, quoi. C'est ça. Ok. Donc c'est un film, franchement, qui est complètement atypique, quoi, qui ressemble un peu à une narration assez, comment dire, ça part dans tous les sens. Quoi, hein. C'est vraiment, non, c'est excellent. Il y a un peu de tout, quoi. C'est un petit medley de plein de genres différents, quoi. Qui fonctionne à chaque fois, quoi. C'est le genre de film qu'on n'avait pas l'habitude de voir, tu vois, c'est pas conventionnel. C'est un peu un ovni, ouais. C'est un ovni, quoi. C'est le titre que tu prends, tu fais ah ouais, d'accord. Okay, tu vois, c'est vraiment le film de vidéoclub par excellence. Ah ouais, carrément. Tu découvres en vidéoclub et tu comptes dessus, tu fais what the fuck, quoi. C'est ça, ouais, tout à fait. Tu mets ton film, tu fais. C'est le genre de film que tu racontais à tes potes à la récré, tu dis putain, j'ai vu un film, l'autre il retire sa tête comme ça, il remet une tête. Voilà, c'est. Il met la tête d'un chien. Mais voilà, c'est ça. C'est cette situation-là. Ouais, tout à fait. Tout à fait, ouais. Donc c'est, non, c'est un super film.
C'est un super film gore, plein d'humour, une histoire, une intrigue policière aussi. Enfin, c'est un film très copieux, ouais, très généreux. Je te remercie en tout cas pour avoir pitché ce film qui a été un enfer à tourner aussi. Oui. On imagine. C'était un enfer à tourner pour Mike Newton, et d'ailleurs, on va essayer de tirer un peu, justement un peu l'historique de ce qu'il y a derrière ce film. Ouais, faut le faire cracher, faut qu'il balance des dossiers et tout ça. On va le faire cracher. Mais c'est ça, mais c'est cool parce qu'en plus il est assez cash. Il est assez cash, John Newton, et je pense qu'à mon avis, il doit pas avoir la langue dans sa poche, quoi. Donc l'interview, elle va être vachement intéressante. Ouais, et puis bon, il se dit bon, c'est des Français, c'est pas très dérangeant, ça va possiblement pas arriver chez nous, donc je peux me lâcher. C'est vrai. Ouais, on croise les doigts là-dessus, quoi. C'est toujours bien d'avoir des trucs un peu croustillants, quoi. C'est clair, c'est clair. Et le casting aussi, on n'a pas parlé du casting, mais il y a donc Renan Chong, Cindy de Commando quand même. Ouais. Qui est dedans. Il y a Tom Tools qu'on a vu dans le remake de Tom Savini de La Nuit des Morts Vivants. Ouais. C'est le mec qui est dans la cave, là, l'enfoiré, quoi. Excellent. Il y a Antonio Farga, le Guy les bons tuyaux de Starkey Hutch. Ouais. Oui. Excellent. On a Machen Namik aussi qui joue dans Twin Peaks, C'est la nuit déchirée. Une bien belle actrice. Donc, ouais, voilà, quoi. Il y a un casting en plus tout à fait respectable, quoi. Donc... Ouais, clairement, on n'est pas dans le fond de catalogue non plus, quoi. On n'est pas dans le Z. Ouais, voilà, c'est ça. Non, quand même, c'est une production canon. Ouais, non, c'est pas non plus. Oui, tout à fait. Ouais, non, c'est quand même un beau film. Justement, en vous lançant dans l'édition comme ça, est-ce que vos proches vous ont regardé avec des gros yeux ou vous ont dit mais non, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu te lances là-dedans, plus personne achète de films, nanana. Comment vos proches ils ont réagi justement? Est-ce qu'ils vous ont encouragé ou est-ce qu'ils sont dubitatifs? Ouais, non, moi perso ils m'ont encouragé. Ils n'ont pas été étonnés, vu que je suis fan de cinéma depuis que j'ai, je sais pas, 5 ans. Ouais. Donc, ouais, voilà, ça fait un moment aussi que je leur en parle, et puis, bon, voilà, après, ouais, effectivement, tu vois, j'ai pas des discussions comme on a en ce moment avec eux, quoi. Non, oui, ouais. J'aime bien le cinéma, mais bon, voilà, quoi, ça s'arrête là. Après, je vais pas rentrer dans les détails non plus, je leur dis je fais ça et tout, ils me disent ouais, d'accord, ok, ouais. Voilà, ils s'intéressent pas plus que ça non plus, quoi, après. Et toi, Nico? Moi, c'est pareil. Écoute, ils m'ont encouragé et bon, voilà, du même ordre, même si on n'a pas ces conversations-là, mais qui nous sont propres parce qu'on est des passionnés. Voilà, ils montrent plus d'intérêt, par contre. Ça, ouais. Et ça, c'est cool. Mais non, toujours encouragé. Ouais, ils sont derrière nous, clairement. Et ouais, ils n'ont pas dit c'est quoi ces conneries, voilà, que cette merde. Voilà, non, pas du tout. Ça n'a jamais été au contraire de la démarche. Et puis ils nous connaissent, donc forcément, c'était une suite logique. Et non, ça leur fait plaisir. Ah, c'est très bien. Quelque part, ça donne un peu des ailes, comme on dit. Et puis aussi, le fait que voilà, vous plaquez pas tout pour vous lancer là-dedans. Il y a aussi ce côté rassurant. Non, voilà, ouais, bien sûr. Ah non. Non, et puis c'est un soutien, c'est un énorme soutien aussi pendant ces campagnes et tout. C'est beaucoup de stress. Pendant voilà, les productions, l'édition, tout ça, c'est énormément de stress et de choses à régler. Et donc voilà, ils sont là derrière pour nous soutenir et heureusement, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est surtout les campagnes que c'est stressant. Ouais, voilà. Mais que ce soit eux ou même notre communauté qui se crée, qui est en train de grandir, ça fait du bien. Ça fait du bien quand t'as de l'aide, t'as des bons retours, t'as des encouragements, c'est vraiment super. Merci à tous aussi. Vraiment, c'est important. C'est clair. C'est très important. On les remercie tous, que ce soit vos proches ou les moins proches. Ou les moins. C'est clair, carrément. Pour revenir vite fait au bonus des éditions Blu-ray, vous, je vois que vous y êtes attaché justement. Qu'est-ce que vous préférez dedans? Les making-of? Quand je dis making-of, c'est vraiment, là je cible encore une fois les films 80-90, quoi. Même en deçà.
où c'est le plus intéressant en tout cas, parce que je le dis et je le répète, moi voir des bonus où il y a des mecs qui sautent devant un écran vert, j'en ai rien à secouer. C'est pas du tout fun, t'apprends rien, voilà, je préfère le côté make-up, prosthétique, etc. On est tous fans des bonus qu'on a sur les éditions de Romero, où tu vois Tom Savini à l'œuvre par exemple, tu vois, ça c'est quelque chose de ouf. Donc ouais, qu'est-ce que vous préférez vous? C'est les making-of, les commentaires audio, voilà. Alors moi, j'aime beaucoup les commentaires audio, j'aime beaucoup les scènes coupées, voir tout ce qui est les effets aussi, comment ils ont créé une scène, etc. Quoi, ça aussi c'est top. Après, je suis moins fan, tu sais, quand t'as des interviews des personnes qui ont travaillé sur le film et tout, mais tu sais où il y a un discours promotionnel à non plus finir, quoi, où c'est tu vois, je déteste quand il y a quand il y a un bonus où t'as le mec qui dit c'est génial de travailler avec lui, il a de suite compris ce que. Il lèche le cul de tout le monde. Ouais, ça, je peux plus. Donc, non. Mais je sais pas, par exemple le documentaire sur le 4K de Abyss, là, le fameux documentaire, ça c'est fou, quoi. Ça, j'adore ce bonus, quoi. Ça c'est ça c'est parfait, quoi. Le making-of qu'il y avait dans le Blu-ray d'Expandable aussi, où on voyait Stallone essayer de monter le film à lui tout seul et tout, quoi, et qu'il essayait d'entraîner tout le monde avec lui. Je sais plus si c'est celui-là qui s'appelait Inferno. Est-ce que c'est sur Expandable ou est-ce que c'est sur John Rambo? En tout cas, les deux making-of de ces deux films-là, qui durent approximativement. C'est peut-être sur Rambo, je crois que c'est Expandable, je sais plus. Mais ouais, en tout cas, ils sont top, ceux-là. Ouais, ils sont top. Ouais, ça, voilà, ça j'adore. Qu'est-ce que tu préfères, Nico? Moi, ce que je préfère, c'est vrai que c'est les commentaires audio, tu vois, du réal ou pareil, qui sont. Ça, c'est vrai que c'est super parce que tu regardes le film avec à chaque fois, toujours un angle, tu vois, troisième vue sur chaque scène. Et t'as l'impression de le mater avec eux, quoi. Voilà, et t'as l'impression de le mater avec eux et de voir une autre vision en même temps. Donc ça, c'est génial. Pour moi, c'est le top. Le commentaire audio de Carpenter et Kurt Russell sur Jack Burton et Grille du Mandarin, il est terrible, quoi. Il est terrible. J'avais l'impression, je suis en train de boire ma bière et puis j'ai l'impression qu'il y avait Carpenter sur le canapé avec moi, quoi. C'est trop bon. Ouais, ça c'est génial. Me lance pas sur Jack Burton parce que je sais pas si tu sais, mais c'est mon préféré de Carpenter. Et deux, c'est peut-être mon film favori ever, tu vois. Donc, excellent. Donc t'as dû te régaler, on est d'accord que le commentaire audio, il est incroyable, quoi. Ah, bien sûr, avec la digression sur où ils racontent leur vie pendant 3 quarts d'heure et finalement le film. C'est génial. Voilà. Ça peut partir à tout moment. C'est clair, c'est terrible. Ça j'adore. C'est clair. Moi les commentaires audio, justement, j'ai appris à apprécier ça très très tard. Vraiment, il y a peut-être 4-5 ans. Parce que moi je voyais ça commentaire audio, je dis en fait non. Aujourd'hui, vraiment, quand je vois un commentaire audio d'un film que j'apprécie évidemment, je le regarde et c'est une aide précieuse aussi. Moi, quand je fais en tout cas mes rétrospectives sur tel ou tel réal pour traiter tel ou tel film, t'as plein d'anecdotes. Donc t'as plein d'anecdotes, c'est une mine d'information. Grave. Ah ouais, non, c'est clair. Mais voilà, et puis voilà, quand il y a un bon documentaire, voilà, encore une fois, comme on a dit, comme les Abyss, là c'est le fin du fin. Ouais. Et bon, là, voilà. C'est rare, mais bon, quand c'est là, c'est bienvenu, quoi. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, voilà, les bonus où on interview un tel ou un tel qui parle, qui met les louanges, tu vois. Bon, ça t'apporte rien, c'est promotionnel. Si c'est pour avoir un bonus comme ça, honnêtement, voilà. Ouais. Ah, mais c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, dans les éditions, en tout cas dans les films qui sortent actuellement, c'est même plus des bonus, c'est des featurettes que tu vois sur différentes plateformes, surtout YouTube ou autres. On te rebalance les featurettes en bonus, tu vois, comme si c'en était. Alors que bon, tu vois, j'ai sur Internet ton truc là, justement, où ils sont tous en train de se caresser là, en disant oui, c'est super, je retrouve l'équipe après 20 ans, nanana, ouais, je m'en fous. Ouais, mais c'est ça. Ouais, voilà. Non, mais c'est horrible ça. Ouais, franchement, c'est horrible. Ouais. Ah ouais, non, moi ça me. Non. C'est de la promo. C'est plus des bonus, c'est de la promo. C'est ça, c'est de la promo, c'est plus des bonus. Ouais, mais carrément. Mais bon, on vous fait confiance. Chez Vidéo Popcorn, il y aura du bon bonus, il y aura de l'inédit ou pas, c'est pas grave, c'est toujours bienvenu de toute façon.
Et, Ah oui, bah, voilà. Donc on peut rappeler que The Borrower est dispo sur KissKissBankBank. KissKissBankBank, voilà. Le lien est dans la description. Que c'est très important de participer maintenant. N'attendez pas à ce que ça sorte parce que de toute façon ça sera pas dispo partout. Vous le trouverez pas dans le magasin du coin, vous le trouverez pas à la FNAC du coin. Voilà, c'est maintenant ou jamais. Et voilà, si c'est pas maintenant, il y aura rien d'autre derrière, quoi. Donc aidez Vidéo Popcorn et voilà, vous le regretterez pas de toute façon. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autres, messieurs? Bah là, c'est ça que la campagne atteigne 100%. C'est bon, on a tout. On a tout, on est super content. On pourra réitérer l'opération en achetant un autre film et puis voilà. Et l'aventure continuera. Et puis écoutez, on peut nous souhaiter de continuer l'aventure, de perdurer là-dedans, quoi. Ça serait cool. Justement, tous ensemble. Le destin de Vidéo Popcorn est entre les mains de ceux qui regardent cette vidéo, n'est-ce pas? C'est clair, mais c'est vrai, clairement. C'est clairement ça. On a l'impression qu'on en fait des caisses, mais c'est ça. Ah non, mais c'est ça. Mais c'est ça. Si on n'atteint pas les 100%, en fait, on va repartir comme on est venu là. On est sorti de nulle part et on va se casser comme une étoile. Voilà, on sera qu'un météore. Un petit météore. Cette étoile, on va faire en sorte qu'elle brille pendant longtemps. En tout cas, je vous souhaite que le meilleur, messieurs. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation, d'avoir joué les jeux. J'espère que ce petit moment vous aura plu, à vous et à ceux qui regardent cette vidéo. Soutenez la vidéo encore une fois en mettant un petit pouce bleu parce que c'est important. Et puis je vous dis à très vite. Ciao tout le monde. Merci messieurs. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Ciao.